Alors, bienvenue ce soir à l'apérobo du mois de décembre, le dernier de l'année. Donc, c'était une année qui était plutôt sympathique, qui était assez riche au niveau démonstration. Donc, Guy nous a rejoint entre ce soir pour nous montrer un petit robot qui était sympathique qu'on a vu au dernier salon où on était à Orchy, au salon robotique. Donc, Guy, est-ce que tu nous entends? Oui, oui, très bien. Alors, comment ça va, Guy? Tu t'es bien remis depuis le salon? Oh, bah oui, de manière excellente, hein, un retour, un petit voyage sympathique. C'est la première fois que j'allais dans le Nord avec l'association, là. Je pense qu'on a passé un bon moment, quoi. Ah non, c'est un très beau salon. C'est un salon qui est localisé dans le nord de la France, dans un coin qui est pas très loin de la Belgique. Mais en tout cas, c'était très vivant. Il y avait énormément de personnes qui représentaient l'univers de la robotique, ce sont aussi des professionnels. Non, c'était vraiment un très très gros salon qui a fait plus de 5000 entrées. Donc bon, ça a été très sympa, très sympa. Et du coup, pendant le salon, tu nous as montré un petit robot C'est ça. qui était sympa comme tout, qui ressemblait bizarrement au logo de Caliban. Ouais. Ah oui, oui. Ah, alors, alors, comment il s'appelle exactement le robot? Alors, bah, c'est comme son petit frère qu'on voit là en version peluche. Donc, Ouais, c'est pas moi qui lui ai donné son nom. J'ai cru comprendre qu'il s'appelait Calou. exactement, ouais, exactement. Et donc, c'est la mascotte de l'association depuis un certain temps au niveau du dessin. Donc du coup, tu voulais nous le présenter ce soir, ce robot. Oui, enfin, je vais vous présenter surtout euh, en quelques slides, comment dire, la genèse et puis les challenges et puis comment ça a été, les choix techniques qui ont été retenus. Ouais, J'espère que ce sera pas trop technique. J'ai essayé de faire un peu de mélange entre les deux. Hein. L'objectif de ce soir, c'est pas de rentrer dans le détail de tout, hein, mais c'est de donner les éléments clés de la construction. Normalement, je prépare un GitHub dans lequel il y aura toutes les notices, le détail des pièces et tout ça pour pouvoir le réaliser soi-même. J'ai pas fini, hein, je pense que ce sera après les fêtes hein, que je publierai, de manière à ce que comme ça, bah, d'autres puissent le réaliser aussi ou faire un peu différemment. ouais. Bon bah écoute, on est curieux de voir tout ça en fait, hein, ce que tu vas nous présenter. En tout cas, au niveau du menu, ça a l'air d'être sympa. Ouais, Écoute, ce que je te propose, c'est que tu fasses ton partage d'écran et d'accord. que tu nous montres tout ça en détail. Ok, c'est parti. Ok. On y va. Allez, Donc, allez, c'est parti. il y a 5 petits volets, enfin 4 principaux, et puis à la dernière, ce sera s'il y a quelques petites questions. Donc une présentation rapide de moi pour celles et ceux qui ne connaissent pas, les différents défis du projet, les solutions retenues et la réalisation. Donc bon là c'est au sujet de moi. Donc je m'appelle Guy Feuillet, alias Versatile Robot. J'ai 57 ans et j'en aurai 58 demain. Donc ce sera voilà, ce sera T'as T'as c'est quasiment la même date de naissance que moi. Pas la même année, ouais, ouais, mais ouais, on pour le a, reste, oui. on est pratiquement, on est du mémoire. C'est pas que c'est les meilleurs forcément. Hein. Ce sont les- Normal, hein. Normal. Donc, je suis membre de l'association depuis 2010. Je travaille en tant qu'analyste technologique avec quelques compétences dans les mesures physiques, le conditionnement thermique, les lasers, les polymères. Et je suis passionné de robotique, la mobilité robotique et ses applications dans le domaine ludique et de service. Et ceci depuis le plus jeune âge. Donc le personnage en rouge que vous voyez sur l'écran, en fait, c'est moi. Maintenant, les cheveux ont changé de couleur et le papier peint aussi, parce que là, c'est un beau Vasarely des années 70. Donc voilà, vous avez en image là le premier robot que j'avais fait. Je connais un bras manipulateur avec un peu de mécano et des boîtes à biscuits pour travailler dessus. Bon, c'est juste pour la petite histoire. Ici vous avez un exemple de quelques réalisations. Donc en fait j'ai été passionné de robotique plus longtemps, mais j'avais un petit peu concentré mon activité sur le travail et j'ai repris un petit peu tout ça à partir de 2000, des années 2000. Et donc je commençais par un premier projet qui était un robot qui tient en équilibre sur une roue, qui s'appelle Régis comme notre président, mais c'est un acronyme qui veut dire robot équilibré par gyroscope inertiel stabilisé.
Bon, c'est le premier, là, sur la gauche, il fait 45 centimètres de haut. Après, j'ai fait une petite version qui fait 9 centimètres de haut. Et donc, c'est un procédé qui était cherché à faire tenir un robot sur une roue, parce que quand on le fait tenir sur une roue, bah, en fait, il est maître de son équilibre. Mais ça n'avait pas été décrit, alors j'en avais fait même un petit brevet au passage. Et après, bah, il y a d'autres petits robots. Donc, vous avez ici un robot vibreur, enfin, qui avance par vibration, que je présente souvent dans toutes les expositions. Il est là. Et puis après, il y a toute une période de robots marcheurs. En premier, Curious, qui est un petit robot quadrupède très léger. Je n'avais jamais fait de robot qui marchait, donc l'idée c'était de d'étudier un petit peu la marche avec des sensors. Là, il n'a pas de gyroscope inertiel, c'est uniquement des capteurs de pression pour pouvoir tenir au sol et s'équilibrer. Et puis le petit chat, là, Spring, donc qui fait des petites mimiques, qui peut avancer, courir, qui est gyrostabilisé. Son grand frère en dessous, Spring Neo, qui j'ai commencé à montrer, il n'est pas terminé. Et pour l'instant, il remue la queue, mais il bouge pas encore. Et il va falloir que je travaille dessus. Et donc, on va commencer à se rapprocher du sujet. Il y a un avant-projet de pattes de chat qui l'objectif c'était d'avoir une approche plutôt bio-inspirée et la motorisation c'était avec des moteurs brushless. Donc un moteur brushless à l'intérieur, c'est un type de moteur continu mais un peu spécial et justement c'est le même type de motorisation que j'ai utilisé après pour le sujet le projet de Calou. Donc Calou en gyroscope parce que c'est le petit robot Calou qui est en rouge là et il est monté sur un petit gyroscope à deux roues et ça s'équilibre à la verticale et il peut se balader sur le sol comme ça. Voilà pour la petite histoire et donc on va arriver sur le sujet. Donc Calou, l'objectif du projet, c'était de faire cette petite forme qui est la mascotte de l'association qu'on voit en rouge ici, hein, reprendre cette forme-là, mais la faire en 3D et la faire bouger, pouvoir la faire se balader un petit peu entre les stands, tout ça, faire un peu la promotion de l'assaut aussi et utiliser un moyen de locomotion amusant. Donc c'est le principe ce qu'on appelle du pendule inversé sur deux roues. On en reparlera un petit peu. Vous avez un peu l'image là ici, hein, vous connaissez les Segway hein, pour ceux qu'on déjà essayé, ou aussi les overboards, hein, il y a différents noms. Bon, tout ça, c'est ce qu'on appelle des pendules inversées sur deux roues. C'est-à-dire qu'en fait, vous connaissez le pendule de la pendule, hein, avec le poids vers le bas. Bah, vous le prenez, vous l'inversez, et puis vous essayez de faire tenir ça en équilibre. Hein. Bon, c'est pas évident parce que c'est instable. Et en fait, c'est l'électronique qui fait maintenir ce système en équilibre dans l'autre sens. Donc là, il y avait quelques défis dans ce projet. D'abord, c'était choisir une motorisation qui n'impacte pas l'aspect général. Il y avait, dans ma tête, c'était l'idée de dire, bon voilà, on va faire un petit sujet, mais il faut pas qu'on voit la techno qui est derrière en tant que telle. Il faut qu'on ait un certain aspect esthétique, on voit pas les fils des moteurs, que ce soit assez caché. L'autre, c'était d'étudier le principe de contrôle du pendule inversé. J'en avais jamais fait moi-même, donc bon voilà, un peu comprendre comment ça marche. Reproduire la forme de Calou, mais le mettre à l'échelle pour mettre l'électronique dedans, parce qu'il n'était pas prévu pour ça à l'origine. Hein, c'est un petit dessin. Solutionner le problème des parties fines. Là, on voit ici sur l'image, hein, il y a des bras qui sont très fins, les jambes qui sont très fines. Vous imaginez, faites un truc comme ça pour se promener, parce que ça peut casser facilement. Concevoir pour une impression 3D et un assemblage facile. Donc c'est aussi un défi. Il faut décider des pièces pour que ce soit facile à imprimer avec nos moyens d'impression à la maison. Envisager les cas de chute, parce que forcément, il peut se casser la figure. D'ailleurs, à Orchi, quand je l'ai montré plusieurs fois, il s'est cassé la figure, hein, parce que bon, je sais plus facilement faire des robots que les conduire. Donc On a eu voilà, des belles parfois ils galipettes, peuvent ouais. tomber. Alors surtout, n'hésitez pas à m'interrompre hein, s'il y a des questions qui fusent parfois. On a aussi une petite session de questions, mais on peut aussi parler en cours de route et un peu stopper le truc pour que ce soit pas qu'un monologue. Oh, t'inquiète pas, on va t'embêter, hein, t'inquiète pas, hein. On est là. Il y a aussi modifier l'électronique de Codor pour l'application. Je reviendrai, j'ai fait une petite page là-dessus, qui est une petite astuce qui peut servir dans d'autres cas.
et puis ajuster le contrôle, ce qu'on appelle les PID, les systèmes de stabilisation, pour pouvoir avoir un bon équilibre. Bon voilà, ça c'était tous les défis. Finalement, ça a l'air simple de se dire on va faire ça, mais il y a pas mal de choses à adresser. Bon, ça m'a pris un petit temps, comme je suis pas rapide, ça m'a pris quelques mois, de ci, de là, le soir, parfois, pour pouvoir le faire. Donc, d'abord, la question, c'est choisir une motorisation qui n'impacte pas l'aspect général. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'était justement de faire appel à quelque chose qui soit assez compact. Et j'ai regardé un petit peu sur ce qui se fait dans les solutions de robotique actuelles, ou tout ce qu'on voit sur le net, hein, ou aussi les robots qu'on vend actuellement, enfin qu'on peut acheter souvent à un prix cher. Hein, il n'y en a pas beaucoup qu'en ont, qui sont les nouveaux petits quadrupèdes électriques. Vous vous rappelez le, le spot de Boston Dynamics, mais maintenant il y a plein de versions chinoises beaucoup moins chères aussi. Et là, c'est un exemple, c'est une étude du MIT de robots comme ça, qui a été faite il y a un peu moins d'une décennie. Je l'ai pris comme exemple parce qu'elle est très bien documentée, il y a de la publication derrière, c'est très détaillé, donc on voit bien ce qui est à l'intérieur. Et là, le principe, c'est d'utiliser ce qu'on appelle donc un moteur brushless. Alors, je vais revenir là-dessus, hein, pour essayer de démystifier la chose. Donc, en fait, le moteur, on le voit là, ici, au milieu de l'image. Vous avez une partie grise ici, qui est une sorte de cage en forme de cloche. Et non, à l'intérieur, vous avez une voie d'aimant. Vous avez plein d'aimants qui sont collés tout pour tout, comme ça. Et vous avez une autre partie, donc ça c'est la partie qui est grise, là les aimants c'est la partie qui va tourner, ce qu'on appelle le rotor. Et vous avez la deuxième partie qui est les bobines pour faire un champ magnétique qui a la même forme circulaire mais qui va se trouver à l'intérieur et qu'on appelle le stateur, et cette partie-là va pas bouger. Et donc l'un est dans l'autre, et quand tout ça est combiné, ça fait une sorte de galette très peu épaisse, très compacte. Et c'est des moteurs qui sont très efficaces. Malgré tout, celui-là, il est associé à aussi ce qu'on appelle une réduction planétaire. C'est un ensemble de pignonneries. Et tout ça, c'est mis au milieu du moteur. Et ça fait une galette qui, en plus, a ce qu'on appelle un couple élevé. C'est-à-dire qu'en fait, il peut faire un effort important et dans un volume faible. Et si vous les mélangez ensemble, vous pouvez, par exemple, commander une patte de robot. Et là, vous avez une fonction de recul complète avec 3 moteurs combinés qui permet de faire la rotation je dirais de l'épaule ou de la hanche, et aussi le mouvement du genou. Donc dans un volume très faible, tout en ayant un gros couple dans une capacité de mouvement importante. Donc, pardon, tout ça, ça inspire beaucoup. Mais malgré tout, si on fait le bilan, il y a des plus et des moins. Bon, la motorisation brushless, ça a l'air sympa, ça a l'air assez compact. Donc, ça pourrait être compatible avec le projet. Ça permet potentiellement d'avoir un couple élevé pour un faible poids, le ratio est intéressant. Mais malgré tout, là, on voit qu'il y a une sorte de réduction planétaire. Si je veux faire ça avec mes petits moyens, ça commence à devenir compliqué. Il y a un coût qui risque d'être un petit peu élevé, toutes ces pièces. Et puis, il n'y a pas de pièces vraiment dispo pour la robotique facilement disponible dans ce type de produit. Donc, la réflexion, c'est de dire, pour pouvoir passer au-delà de ces contraintes-là, déjà, il faut que je design mon petit robot de manière la plus légère possible. Que plus je serai léger, moins j'aurai besoin de faire de couple et moins j'aurai besoin d'avoir une sorte de réduction compliquée à mettre en œuvre. L'idée, c'est de choisir aussi un moteur brushless disponible sur le marché. Donc, parmi tous les moteurs qu'on trouve dans le domaine du radiomodélisme, du modélisme en général. Et puis, un moteur qui a tendance à fonctionner à faible vitesse, de manière à ce que, comme ça, j'ai pas besoin de mettre une réduction aussi. Donc, comme ça, ce sera plus simple. Donc ça, c'est l'objectif, ce qu'il faut trouver. Bon, juste avant de vous montrer ce que j'ai sélectionné, j'ai fait juste un slide pour justement un peu parler du moteur brushless. Alors aujourd'hui, c'est pas l'objectif de faire un cours général sur la technique de motorisation. C'est juste vous donner quelques billes, quelques éléments qui différencient un moteur continu classique qu'on utilise, qu'on a dans les servomoteurs de radiomodélisme, mais aussi dans les servomoteurs pour les robots. Et donc ça, c'est ce qu'on trouve sur la droite de l'image, hein, le moteur continu classique, et le moteur brushless qu'on a sur la gauche.
Donc ici, alors j'ai résumé, hein, il y a encore d'autres choses à dire bien sûr, mais principalement le moteur continu. Donc c'est un moteur qui a un rotor dans lequel il y a des bobines et il y a un petit collecteur, c'est la partie verte qu'on voit là au centre, si vous voyez, qui tourne avec les bobines. Et en fait, vous avez des charbons ou des points de contact électriques ou des lamelles. Hein, pour les petits moteurs, c'est une simple lamelle en cuivre qui vient frotter contre le collecteur. Et en fait, ça crée un champ magnétique dans une des bobines. Le moteur tourne, enfin le rotor tourne, et quand il tourne, il fait tourner le collecteur, ça fait une commutation, ça alimente une autre bobine et ça n'arrête pas de tourner comme ça. Donc en fait, ce moteur-là, suffit de lui mettre du jus au bout, de suite d'alimenter, et paf, il se met à tourner tout de suite. C'est très facile à faire fonctionner, c'est pour ça qu'on le trouve partout, c'est très facile, c'est simple. Mais il y a quelques défauts de ce genre de moteur-là. Un des premiers défauts, il y a ce fameux collecteur électrique ici, qui est en plus, hein, qui sert juste à la commutation, et il y a les charbons qui touchent ou les lamelles en cuivre. Et donc à chaque fois qu'il y a une commutation, ça frotte et puis ça peut faire une petite étincelle et ça s'use. Ce qui fait que souvent, typiquement dans nos servomoteurs, ce qui casse en premier, en réalité, on ne le voit pas, mais c'est le système de lamelles qui amène l'électricité. Hein, ça se ronge, ça se casse, et puis le moteur tourne plus. D'autant plus qu'en général, le moteur, s'il tourne en continu dans un sens, ça se passe pas trop mal. Mais dans un servomoteur, parfois, il tourne un coup à droite, un coup à gauche. Donc, on est dans une phase de commutation entre deux bobines. Ça crée plein de petites étincelles et ça ronge encore plus vite les contacts. Donc, ça, c'est un mauvais point. Ensuite, ce type de moteur-là, il est souvent associé à une forte réduction mécanique. Donc, vous savez, un ensemble de pignons pour pouvoir réduire la vitesse et augmenter donc le couple, l'effort qu'il peut générer. C'est ce qu'on a dans les servomoteurs. Il y a toute une succession de petites pignonneries. Et ça a quelques défauts. C'est que le premier défaut, c'est que c'est pas compliant naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, l'axe de sortie, si vous voulez le bouger, parfois, vous avez beaucoup de mal. Parce qu'en fait, il y a à cause de toute la réduction derrière, vous n'allez pas pouvoir le bouger. Ça fait un gros effort. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le petit moteur, lui, il peut tourner. Si vous bloquez l'axe, vous pouvez casser des pignons. C'est ce qui arrive très fréquemment dans les cerveaux. Hein. On entend un drôle de bruit, un peu de clac, clac, clac. On a cassé une dent de pignon parce qu'il y a toute cette réduction. Et donc, comme il n'y a pas la compliance, parce qu'il n'y a pas, un transfert d'effort direct sur l'axe du moteur, en fait, c'est les pignons qui lâchent entre deux. Et donc, ça, c'est aussi le deuxième cause de défaut de casse sur les servomoteurs. Et puis, il y a d'autres défauts, comme l'échauffement central, parce qu'en fait, les bobines sont sur le centre. Comme elles tournent, on peut pas les mettre en contact d'une surface, donc elles s'échauffent. Donc, c'est des moteurs qui chauffent. C'est des moteurs bruyants, on entend du bruit. Et ils ont une grosse inertie. En fait, quand vous les arrêtez, ils mettent un petit temps à s'arrêter à cause du système d'entraînement. Bon, voilà, ça, c'est quelques drawbacks. Par contre, l'intérêt, c'est que bien sûr, il suffit d'alimenter, ça tourne. Ça, c'est facile. Le brushless, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est ce genre de moteur. Donc là, en fait, au lieu d'avoir alors là, il y a deux types de brushless. Il y a les cages externes et les rotors internes. Là, je vais vous montrer la version à cage externe, qui est celui que j'ai utilisé. Donc vous avez on retrouve la partie rotative sur l'extérieur, l'anneau gris qu'on voit là. En fait, là, ce qui est pas représenté, c'est sur cet anneau, il y a toute une voie d'aimants, plein de petits aimants qui sont mis les uns derrière, à côté des autres. Et donc, vous avez un stator avec des bobines. Donc là, au lieu que ce soit les bobines qui tournent, c'est les voies d'aimants qui tournent. Et c'est ce qu'on voit sur l'image centrale. Hein. Les voies d'aimants, on les voit là dans la position inférieure. Là, donc c'est une sorte de cloche avec des aimants qui sont collés dessus. Et c'est ça qui va tourner. Donc il n'y a pas beaucoup de masse. En fait, il y a juste cette partie-là qui va tourner. Et il y a un axe central avec un roulement. Et au milieu de ça, on va retrouver donc les bobines. Ils sont là, ils font tout tour, un petit peu comme un vieux moteur à étoiles des anciens avions du passé. Et donc, ces bobines vont créer un champ magnétique. Et ce champ magnétique, on va s'arranger pour qu'en fait, il tourne. Et ça va entraîner en rotation la voie d'aimant. C'est pas ces moteurs-là, on les appelle des moteurs brushless DC, BLDC. C'est-à-dire qu'en fait, dans la catégorie des moteurs électriques, on appelle ça des moteurs synchrones sans balai. Pourquoi synchrone? Parce que ici, vous voyez les petites couleurs là qui tournent. Le champ magnétique qui est généré, le rotor va tourner de manière synchrone
avec ce champ magnétique. C'est pour ça qu'on appelle ça moteur synchrone. Le rotor tourne à la vitesse du champ magnétique. Alors par contre, pour faire ça, le défaut, c'est ce genre de moteur-là. Vous avez 3 fils parce qu'il y a 3 phases, on va dire. Et si vous mettez directement de l'alimentation dessus, comme ça, il va rien se passer parce qu'il faut créer ce champ magnétique tournant. Donc, il y a besoin de ce qu'on appelle d'un ESC, c'est-à-dire en fait d'un Electronic Speed Controller, c'est un générateur électronique qui va commander individuellement les groupes de bobines pour créer ce champ magnétique tournant. Donc ça, c'est fait par l'électronique de contrôle. Et donc, ces moteurs ne peuvent marcher qu'avec un drive, ce qu'on appelle un drive, un ESC, pour pouvoir le faire fonctionner. Par contre, l'avantage, c'est que il n'y a pas de contact, vous avez bien compris. Maintenant, la commutation ne se fait pas par la physique, ça se fait pas par un collecteur, c'est l'électronique qui fait la commutation. Donc, il n'y a pas cette usure qu'on parlait tout à l'heure. À puissance identique, c'est des moteurs qui ont plus de coûts, qui ont une masse beaucoup plus faible. C'est intéressant. C'est pour ça que c'est utilisé dans le modélisme. Les radioamateurs, enfin pas les radios, les amateurs de modélisme, les avions, les hélicoptères, des voitures aussi, ou les drones. Tout ça, ce sont des moteurs brushless maintenant, les 3/4 du temps. Et ça peut fonctionner, ce qu'on appelle un direct drive. En fait, on peut directement mettre la charge au bout du moteur, sur le dessus, comme dans le cas présent, c'est plat. Et en fait, il n'y a pas besoin de pignon entre deux. Vous allez carrément actionner, bouger la charge directement sans avoir besoin de pignon entre deux. Donc, ça simplifie énormément la structure. Et puis, on peut le refroidir plus facilement à cause que le stateur, il bouge pas. Donc, on peut dissiper la chaleur. Vous voyez, sur l'image centrale, les bobines, elles sont au centre. Elles sont montées sur un petit châssis métallique. Et donc, la chaleur dissipée par les pertes électriques peut facilement être dissipée dans la masse du moteur. Et ce qui fait qu'il est mieux refroidi et il a un meilleur rendement. Donc, c'est des moteurs qui ont des meilleurs rendements et qui sont silencieux puisqu'il n'y a plus la commutation. Et donc, voilà, il y a pas mal d'avantages. Bon, le défaut, c'est qu'il faut l'électronique de commande. C'est pour ça qu'en général, on l'utilise pas parce que, c'est compliqué, il faut une sorte d'électronique de commande là-dedans, c'est un peu casse-tout. Donc maintenant, comment qu'on met ça en œuvre le plus facilement possible? Je ne vais pas dire simplement, mais le plus facilement possible. Donc, ces moteurs, on les trouve, si on veut que ça réponde au problème de mon petit robot, on les trouve typiquement dans les nacelles de stabilisation des caméras des drones. Ici, vous avez ce qu'on appelle une nacelle, donc c'est un ensemble mécanique sur lequel on va mettre une petite caméra, une sorte de GoPro. Et ça, en général, c'est sous le drone. Au-dessus, là, vous avez les hélices du drone pour se substanter. Et le problème, c'est que le drone, comme il bouge dans tous les sens, si on met une caméra sans autre moyen, la caméra va bouger le drone, l'image, ça va être horrible, on va avoir le mal de mer, ça bouge dans tous les sens. Donc, on met un système de stabilisation mécanique, électromécanique. Et donc, en fait, ce sont des moteurs. Et ces moteurs, c'est ces fameux moteurs brushless qu'on retrouve là. Là, il y en a 3 parce qu'il y a les 3 axes, X, Y, Z, les 3 dimensions. Et on vient commander ces moteurs de manière à ce que la caméra soit toujours dans le même plan, dans le même angle. Même si le drone il bouge dans n'importe quel sens, la caméra va toujours pointer de la même façon, dans le même sens. Il fait que c'est super stable. On voit bien l'image. On trouve ça partout, même dans les drones militaires, où ils visent une cible militaire. L'image bouge pas alors que le drone il va très très vite. C'est la nacelle qui contrôle la position de la caméra qui fait l'ajustement. Et donc ces moteurs, ils ont l'avantage de tourner très lentement, parce qu'en fait, ils ont juste quelques degrés d'angle à compenser. Donc ils vont pas faire des milliers de tours par minute, ils font quelques tours par minute, voire beaucoup moins. Et ils ont un montage qu'on appelle direct drive, c'est qu'en fait il n'y a pas de réduction entre les deux. Vous avez la partie du drone qui est au-dessus, le moteur, et après on met tout de suite le support sur lequel on va mettre la caméra. Donc en fait, il y a pas de réduction, il n'y a pas de pignonnerie entre deux. Et alors, cerise sur le gâteau de ce système-là, c'est qu'en plus, ces nacelles, elles sont livrées avec une petite carte au-dessus, là.
qui est assez intéressante parce que elle, dedans, elle a l'électronique pour commander les moteurs et aussi elle a des connecteurs pour pouvoir être accordé à ce qu'on appelle un capteur gyroscopique. Hein. Souvent, on appelle ça un gyroscope, mais c'est un capteur gyroscopique qui permet de savoir la position angulaire, l'inclinaison de l'objet de la caméra, par exemple, par rapport au sol. Et donc tout ça, c'est pré-câblé. Comme on est souvent, on veut aller dire à l'objectif sans trop s'embêter. Hein, l'objectif, c'est pas toujours se compliquer la vie. Bah, l'idée, c'est pourquoi pas utiliser ça et puis essayer de hacker ce système-là pour pouvoir en faire un système qui va nous servir pour faire un petit robot qui va se balader sur deux roues. Donc voilà, l'idée, c'est de dire, bah voilà, je récupère ça et puis je vais essayer de le transformer pour contrôler mon robot. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Ici, vous avez la fameuse carte de contrôle. Donc, c'est la carte de contrôle drive, donc, qui va commander les moteurs. Donc là, il y en a plusieurs versions qu'on peut trouver sur les sites chinois. Ça coûte pratiquement rien, ça coûte une douzaine d'euros. Et vous achetez ça, vous avez le gyroscope inertiel, le gyroscope électronique, le capteur gyroscopique ici, le petit câble, la carte. Et sur cette carte, il y a plein de choses déjà toutes prêtes. Déjà, vous avez retrouvé toute l'électronique qui va permettre d'alimenter les moteurs, ce qu'on appelle les drives, donc qui sont des transistors de puissance. Vous avez la connectique pour les moteurs qui est toute prête ici. Et vous avez un microcontrôleur qui est un Amiga 328P. Ça parlera à certaines personnes quand vous faites de l'Arduino. Les Arduino Mini, bah, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, c'est en fait, c'est le même microcontrôleur qu'une Arduino. Donc, on se dit, ça pourrait être transformé en une Arduino, en fait. Et puis, vous avez aussi des entrées qui sont déjà pré-câblées, hein, en version servomoteur, qui peuvent être des entrées ou des sorties, qui sont déjà pré-câblées, une alimentation, une petite prise USB et encore des ports qui sont disponibles sur lesquels vous pouvez potentiellement monter des choses. Moi, ici, j'ai monté un récepteur Bluetooth pour pouvoir commander à distance le petit robot. Donc, et puis, vous avez une alimentation toute prête pour pouvoir alimenter les moteurs. Donc, il n'y a pas à s'embêter à câbler un tas de trucs, tout est sur la carte. Maintenant, le problème, c'est que cette carte-là, elle n'est pas prévue pour commander le robot. Elle est prévue pour stabiliser la caméra. Donc, dedans, dans le microcontrôleur, il y a un programme qui est fait pour stabiliser la caméra, qu'il faut virer pour pouvoir après mettre ce qu'on veut, nos sketchs, les fameux sketchs Arduino. Donc, pour faire ça, il faut charger ce qu'on appelle le bootloader Arduino. C'est le petit morceau de programme qui permet que le microcontrôleur, il sait communiquer avec l'application logicielle Arduino et on peut télécharger le sketch qu'on aura programmé pour pouvoir faire notre petit robot. Donc l'astuce, alors moi c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est sur internet, j'ai trouvé ça, hein, c'est d'utiliser une deuxième carte Arduino. Et puis sur cette carte ici, là, il y a une petite zone qui était libre. Là, ici, il y a des petites pins. Et en fait, ça correspond à ce qu'on appelle le port SPI. Hein, donc c'est un port de communication qui va attaquer directement le microcontrôleur qui est au milieu. Et donc en fait, la deuxième carte Arduino, elle va servir comme une sorte d'adaptateur entre l'USB et la carte. Et donc, on la câble entre les deux. Donc là, la photo, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, j'ai trouvé ça sur un site. Moi, j'ai fait ça un peu plus proprement en mettant un petit connecteur et un câble NAP. Mais bon, globalement, c'est la même chose. Et donc, vous mettez dans la carte, c'est prévu déjà par Arduino, hein, vous avez dans les sketchs par défaut qu'on trouve dans l'application, dans exemple Arduino SP, vous avez Arduino ISP. Donc, c'est la manière d'utiliser une Arduino comme un convertisseur USB SPI pour pouvoir télécharger le bootloader de l'Arduino. Et donc, vous avez une explication ici. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, c'est casse-pied, mais vous pouvez lire tous les détails là-dessus sur le site de Arduino pour comment faire ça. Et donc, vous pouvez donc ce qu'on appelle flasher le bootloader, c'est-à-dire qu'en fait, on enlève dans le microcontrôleur tout ce qu'il y avait, on remet le bootloader Arduino, et là, vous transformez cette carte en une Arduino Pro Mini, toute simple. Et là, vous allez pouvoir connecter votre USB
à l'ordinateur et charger dedans vos sketchs comme si vous aviez une mini Arduino. Sauf que vous utilisez une carte qui n'avait rien à voir avec ça au début. Et l'intérêt, c'est comme elle est déjà pré-câblée, il faut juste connaître les numéros des différentes entrées-sorties et vous pouvez l'utiliser comme une Arduino. Donc ça, c'est la première étape. Après, la deuxième étape, c'était d'étudier la stabilisation du robot. Donc, c'est pareil, hein. Je suis un peu feignant, donc je suis allé voir ce qui a été fait par d'autres, et donc j'ai regardé différentes solutions. Et il y a une personne qui est très calée, qui s'appelle Monsieur Anton Spurit, qui était anciennement un étudiant en PhD à l'INRIA de Bordeaux, et qui a créé un site. C'est le fondateur du projet Simple FOC. FOC, c'est le Field Oriented Control. Donc, en fait, c'est la façon de générer, vous savez, ce fameux champ magnétique que je vous disais tout à l'heure pour faire tourner le moteur brushless. Donc, en fait, il a créé, ce monsieur, toute une librairie qui est utilisable et compatible Arduino pour pouvoir commander des moteurs brushless. Donc, le site est hyper détaillé. Ça peut marcher sur différents types de supports, des ESP32, des TINC, des cartes Arduino, il y a les différentes approches. Et avec ça, vous pouvez contrôler les moteurs en vitesse, en couple, en position. Et donc, vous pouvez faire plein de choses, hein. Vous pouvez transformer un moteur brushless en une sorte de servo-moteur brushless, donc avec les qualités de ce type de motorisation. Et là, je l'ai utilisé en mode vitesse, hein. Donc, en fait, vous contrôlez la vélocité, la vitesse du moteur. Et donc, vous avez cette librairie. Donc, c'est pareil. Là, je vais pas vous rentrer dans le détail, ce serait trop casse-pied. Mais c'est disponible. Et en plus, ce monsieur, il a fait un exemple de pendule inversée avec ce système-là. Bon, j'ai repris le même exemple, hein. C'est tout bête, j'ai copié-collé. J'ai juste adapté pour mon robot. Donc en fait, ce que j'ai adapté de son programme, j'ai changé la librairie, j'ai pris une version allégée parce que le, le microcontrôleur de l'Arduino, il n'a pas une grosse mémoire. Et donc, si on mettait la librairie actuelle, ce serait trop gros, il n'y aurait pas d'espace mémoire suffisant. Donc en fait, j'ai pris une version allégée de la librairie. J'ai modifié le capteur angulaire, lui il utilisait des codeurs incrémentaux. Là, j'ai utilisé ce genre de codeur qui est un AS5600. Donc, c'est un codeur magnétique pour détecter la position angulaire du moteur. Et avec ça, on va mesurer la vitesse de rotation du moteur. Pourquoi j'ai utilisé ce genre de codeur, de capteur-là? C'est parce que en fait, ça coûte pratiquement rien. Ça coûte 1 € quelque chose sur les sites chinois. Donc, vous pouvez en acheter beaucoup, même en casser un ou deux. Ça coûte presque rien. Donc, c'est intéressant. Et puis, c'est très pratique à mettre en œuvre. En fait, c'est fourni avec un petit aimant. L'aimant, il est juste à positionner devant la petite puce, là, qui est ici. Et la puce, elle détecte la position angulaire par le champ magnétique créé par l'aimant. Et donc, si vous associez l'aimant au moteur, la petite puce va voir la rotation angulaire du moteur. Donc, comme ça, on va savoir à quelle vitesse tourne le moteur ou aussi dans quel angle il est positionné. Et donc, ce que j'ai rajouté en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un module Bluetooth parce que forcément la carte, elle n'a pas de récepteur à distance. Donc, je rajoute un module Bluetooth sur un des ports d'entrée de la carte qui est existant pour communiquer avec. Et puis, donc, j'ai utilisé pareil, hein, j'essaie de faire simple et d'être un peu feignant. J'utilise une application Android déjà disponible qui est Android Bluetooth Controller. Donc, c'est un simulateur de manette, hein, tout simple, hein. Et puis là, vous rentrez dedans des commandes toutes simples. Quand on appuie sur un bouton, ça envoie n'importe quoi. A, D, droite, gauche, haut, bas, devant, derrière. Et donc, il y a un petit bout de programme que j'ai fait à l'intérieur du sketch pour pouvoir dire, voilà, quand je reçois droite, tu fais tourner le robot dans quel sens, et ainsi de suite. C'est les seules adaptations que j'ai fait du système. Et donc, ici, sur la gauche, vous avez ce qu'on appelle la boucle de contrôle. Vous avez deux PID. Ceux qui savent pas PID, ça veut dire proportional, integer, intégral et dérivé. C'est ces trois paramètres qu'il faut régler pour régler un système de régulation. En gros, vous avez un système qui peut être, je sais pas, un niveau d'eau, et puis vous voulez l'amener à une certaine hauteur. Il faut y aller à une certaine vitesse. Et l'idée, c'est d'arriver à la bonne hauteur.
Pas plus haut, pas plus bas. Et donc, pour pouvoir y arriver, vous réglez des paramètres pour qu'en gros, vous allez rejoindre ce niveau de manière la plus directe possible, sans osciller, quoi que ce soit. Donc, c'est ce qu'on appelle le PID. Et donc, vous avez un premier PID qui sert à la stabilisation. Donc, c'est le fait de pouvoir être capable de tenir verticalement. Hein. Bon, c'est l'objectif même du système, c'est tenir verticalement. Et vous avez un deuxième PID pour contrôler la vélocité, c'est-à-dire le déplacement du robot, pour aller devant, en avant, en arrière, tourner à droite, tourner à gauche, ou rester en position sur le même point. Donc, ces deux trucs sont à régler. Et ce monsieur, là, Anton, en plus, est très sympa. Il y a un forum sur son site, vous pouvez discuter avec, il peut vous aider. Moi, j'ai discuté avec parce que, voilà, je n'avais pas tout compris. Et il répond très bien. Et donc, voilà, j'ai mis au point mes valeurs de PID comme ça. Alors, il y a une autre façon de faire, c'est aussi de créer un modèle mathématique du robot. Là, je l'ai pas fait, mais idéalement, c'est ce qu'il faut faire pour trouver les bonnes valeurs. Là, vous y arrivez par tâtonnement, de manière incrémentale. Vous réglez d'abord le PID de la stabilisation, puis après le PID de la vélocité, puis après, voilà, vous ajustez un petit peu les valeurs jusqu'à ce que ça marche super bien. Bon, j'essaierai d'expliquer sur le GitHub la méthodologie, sachant qu'il y a une petite partie où il faut tâtonner. Hein. Là, c'est une page juste dédiée, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est que ça peut servir à d'autres projets. C'est le fameux petit codeur, la magnétique. Il fallait le raccorder à la fameuse carte. Et ce codeur, en fait, quand vous l'achetez, il y a différentes versions que vous pouvez trouver. Vous pouvez en trouver en 5 volts ou en 3,3 volts. Mais celui du 3.3 coûte vraiment pas cher. Ceux qui sont en 5 ont tendance à coûter plus cher. Donc, j'ai plutôt acheté ça. Le problème, c'est que ma carte, j'avais que du 5 volts. Alors, il y a du 3.3 dessus, mais pas sur la partie connectique facilement accessible. Donc, comment faire pour pouvoir adapter la chose? Et puis, en plus, cette petite platine, elle est configurée pour pouvoir fonctionner sur un mode de communication spécifique. La petite puce, là, elle a 3 modes de communication. Elle peut marcher en I2C. Pour ceux qui connaissent I2C, c'est un protocole de communication entre puces, hein, entre circuits intégrés. Vous avez le PWM, donc c'est créer des signaux hachés comme ça avec une certaine largeur d'impulsion. Et puis vous avez la version analogique. Donc en fait, moi j'ai utilisé la version analogique. C'est pas le mieux, hein. On va dire c'est le plus basique. Mais en fait, en réalité, l'I2C, je pouvais pas l'utiliser parce que les petites puces, quand vous êtes en I2C, vous devez donner une adresse. Hein, vous allez demander à la puce, bah tiens, c'est quoi la vitesse, c'est quoi la position angulaire du moteur. Et cette adresse, en fait, c'est la même pour tous ces petites cartes-là. Et vous pouvez pas la changer. Donc en fait, c'est difficile d'en mettre plusieurs ensemble sur le même port I2C, à moins que vous ayez un microcontrôleur avec différents ports I2C. Ce qui n'est pas le cas là. Donc je pouvais pas utiliser ce protocole-là. Le PWM, ça marche bien, sauf que avec un système, un microcontrôleur qui pédale à la fréquence de fonctionnement qu'il a là, il y a des modes d'interruption pour détecter les impulsions et finalement, c'est pas forcément mieux en qualité de mesure. L'analogique marche très bien. Il faut juste faire attention que on perturbe pas le signal. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dû pris en compte dans la conception du robot après, au niveau des fils, pour pas qu'il y ait de pollution électromagnétique du signal entre le capteur et la carte. Donc pour faire ça, en fait, il faut adapter la petite carte. Et donc là, vous avez le schéma théorique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié la carte. Vous avez ici un petit strap qui permet de la faire fonctionner en 5 volts. En fait, on enlève ce qui est appelé R1, c'est pas une résistance, c'est en fait un strap. Vous enlevez la petite résistance qui est là, vous la dessoudez. C'est ce qu'on voit sur l'image de droite, ici, elle est dessoudée. Vous aussi dessouder cette résistance-là, qui permet d'enlever un mode de fonctionnement. Je rentre pas dans l'intérêt, c'est pas très intéressant. Et puis, il faut aussi mettre l'entrée ici, qui est la direction dans laquelle l'aimant doit tourner. Faut la mettre à un certain potentiel pour dire soit ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, soit ça tourne dans l'autre sens. Donc là, en fait, j'ai juste gratté le vernis, puis j'ai fait une petite jonction de soudure. Et quand vous faites ça, ça rend le système compatible avec la carte de contrôle. Donc voilà, c'est réglé. Mais ça peut être utilisé pour d'autres applications.
C'est une manière de transformer la carte qui n'était pas prévue pour ça, la rendre compatible pour d'autres systèmes électroniques. C'est juste une petite astuce. Bon, j'ai fait un sale spécial pour pouvoir partager ça. Donc une fois qu'on a fait ça, moi je me suis dit je vais pas faire d'abord mon robot, je vais un peu tester le truc avant. Hein. Donc j'ai fait un petit pendule inversé avec uniquement un seul moteur. Donc il y avait un moteur d'un côté, deux roues que j'ai reliées ensemble, et puis un petit axe de l'autre côté. J'ai mis la carte ici, le capteur gyroscopique en haut, il y avait une petite batterie sur le côté, et puis je me suis dit je vais régler un petit peu mes systèmes. Donc c'est ce qu'on voit dans la vidéo qui est ici. Je sais pas si ça marche à l'écran, vous la voyez? Allô, On allô? voit. Ouais, on est là, on voit. t'inquiète pas. On le voit bouger en avant et en Là, vous arrière. voyez le petit robot qui bouge. Donc là, je l'ai testé. Là, j'ai essayé de le faire passer sur une sorte de micro-bascule. Bon, là, je vais le commander à distance. Paf, ça y est, il passe dessus. Puis après, il revient, il pousse un peu le carton. Bon, voilà. Comme ça, je me suis fait la main sur le truc. Bon, là, la carte, elle était à l'origine faite pour fonctionner pour un drone. Elle a été transformée avec ce que je vous ai montré avant. Et donc, elle devient une Arduino qui commande les moteurs, un moteur brushless. Donc là, comme ça a permis de régler les fameux PID, un peu trouver un peu le réglage. Et là déjà, ça fait un petit pendule rigolo, mais il va que suivant une seule direction. Il va tout droit. Donc c'est un peu bête, forcément, parce qu'il n'y a qu'un seul moteur. Donc après, je me suis dit, ok, je suis confiant, je passe à la version 2 roues. Et donc ça, c'est une vue éclatée de ce qu'il y a dans le Calou. Donc quand vous faites vous vous rappelez, j'avais des objectifs, il fallait faire léger, fallait faire mettre Calou à l'échelle pour pouvoir mettre des pièces dedans. Donc l'échelle, en fait, elle a été drivée par la taille de la carte de contrôle. Carte de contrôle, c'est une forme rectangulaire, pas une forme carrée plutôt. Je l'ai mis dans la tête. Et donc j'ai augmenté la taille de la tête de Calou, et puis après un moment je me suis dit c'est bon, ça rentre bien. Bon voilà, ça c'est l'échelle de mon robot. Ça a un peu défini l'échelle de mon robot. Pour vous donner une idée, la hauteur globale là, c'est 32 cm à peu près de haut, et la largeur c'est 15 cm de large, d'une roue à l'autre. Et donc en fait, après il a fallu se dire je vais mettre tout le matériel là-dedans. Ici vous avez la carte de contrôle, vous avez le module Bluetooth, vous avez l'accéléromètre, le gyroscope pardon, en haut là, le capteur gyroscopique plutôt. Et puis j'ai mis la batterie ici parce que l'idée c'est que on fait léger, mais il faut mettre le centre de gravité le plus haut possible. Un exemple, si vous prenez une petite cuillère, vous la mettez au bout de votre doigt et vous essayez de la faire tenir en équilibre, c'est pas facile. Hein. Moi je suis pas doué, je réussirai pas. Par contre, vous prenez un balai qui est beaucoup plus grand, vous mettez la brosse en l'air et vous mettez ça au bout de votre main, vous allez réussir à le maintenir en équilibre parce que le centre de gravité est très très haut. Donc l'idée c'est de mettre les masses en haut, pas forcément faire un robot lourd, mais mettre la masse plutôt vers le haut. Donc mettre la batterie la plus haut possible. Donc j'ai mis au centre pour que ce soit bien équilibré et le plus haut possible. Et donc vous avez en bas le moteur qu'on retrouve, le petit brushless. Et là, comme il est très compact, je vous ai expliqué que c'était bien compact, je l'ai mis carrément dans la roue. Le moteur, il est intégré à la roue, donc on dit ride drive, il n'y a pas de réduction. Il est juste fixé sur un petit gyroscope, donc c'est le châssis qui est là. Et ce châssis, donc j'ai designé pour pouvoir passer des fils dedans et mettre juste derrière chaque moteur le fameux capteur magnétique pour détecter la vitesse de rotation des moteurs. Donc ici, vous avez les deux chemins électriques pour pouvoir alimenter de la carte au moteur. Ça passe ici, ça passe dans le bras, ça descend vers le gyroscope et ça vient alimenter le moteur. Et pour le capteur, en fait, on part du bas, on monte dans la jambe et c'est ce qu'on voit sur la vue de droite. On coupe, on monte dans la jambe et grâce à l'impression 3D, on peut faire des circuits qui sont pas tout droits. Donc en fait, j'ai fait un canal en biais pour pouvoir sortir vers l'arrière pour les capteurs et pour les moteurs vers l'avant pour aller vers la partie connectique moteur. Comme ça, il y a très peu de zones où les fils sont très proches. Et en plus, j'avais un autre défi, c'était de dire, vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a des parties fines. Donc, comment je fais? J'ai utilisé des tubes en aluminium ici, des tubes creux, donc ça fait 8 mm à l'extérieur et 6 à l'intérieur.
qui en fait sont insérés dans la partie impression 3D. Donc vu de l'extérieur, on a l'impression que tout est en plastique, mais en réalité, il y a du tube d'aluminium dedans, ici, horizontalement, verticalement, et aussi au niveau de la jambe. Ce qui fait qu'en fait, ces tubes, ils agissent aussi un petit peu comme une sorte de bouclier électromagnétique. Le signal qui vient du capteur, et ben, les fils en passant dans le tube, bah en fait, on peut pas perturber le signal tant que le fil est dans le tube. C'est comme ça protège électromagnétique et de manière électromagnétique le signal de ce qui pourrait être perturbé par le moteur. Parce que quand l'électronique commute les bobines, bah ça crée potentiellement un peu de champ électromagnétique et donc de pollution. J'ai une question. Oui. Tes tubes en aluminium, là, tu as arrêté l'impression pour les mettre dedans et continuer l'impression après, ou tu as percé après Non, non. En fait, les pièces sont faites avant, ils sont emmanchés dedans. Bon, là, on voit pas trop, ça a l'air fin, mais en réalité, il y a un petit peu de toile de plastique autour, et ça suffit à donner l'impression que bah, c'est tout plastique à l'extérieur. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, mécaniquement, le tube, tu vois, il est emmanché dans la partie du gyroscope en bas, il est emmanché dans la cuisse du robot, ce qui fait que l'effort mécanique, il est reporté entièrement sur le tube, et en fait, la jambe ici, à faire la partie plastique qui est la jambe, en fait, elle supporte aucun effort en réalité, parce que je fixe l'ensemble par le pied là, et c'est le tube qui reporte l'effort jusqu'au corps, quoi, tu vois. De la même façon pour le bras, ici là, la petite partie de l'avant-bras là ici, c'est complètement creux à l'impression 3D, et j'emmanche le tube à l'intérieur, c'est qu'en fait je vais reporter l'effort du gyroscope jusqu'à l'épaule directement. Et après l'épaule, il y a un petit bout de plastique, et ensuite à nouveau un tube pour aller sur le corps. C'est comme ça j'ai rigidifié fortement toute la structure. Et on peut peut-être faire mieux, hein. C'est ce que j'ai pu trouver comme configuration la plus optimale là dans mon montage pour pouvoir respecter l'aspect externe du robot pour pas changer sa structure générale, pour qu'il ait à peu près les mêmes proportions. Non, c'est en fait, j'ai juste imprimé avec un léger jeu pour voir emmancher à l'intérieur les tubes d'aluminium. Est-ce que ça répond à ta question? Tout à fait. Ok. Donc voilà, voilà à peu près l'éclaté. Bon, en plus, j'ai rajouté une petite antenne. Bon, il y avait la fameuse antenne vu le dessin, et puis j'ai mis une petite LED au bout. Je trouvais que c'était rigolo de pouvoir faire clignoter une petite LED. Donc en fait, là, j'ai utilisé l'astuce de faire une impression 3D qui est creuse, et donc la lumière de la LED est diffusée à travers le plastique, comme ça on voit la petite antenne qui clignote. Et donc, bah, on va arriver pendant la fin. Le dernier défi, c'était, je vous avais dit, il faut gérer la chute et puis faire léger. Donc, pour gérer les chutes, bah, la meilleure solution, il y a deux choses. Il faut absorber le choc. Et puis, quand c'est un peu trop fort, vaut mieux que ça se démonte que ça casse. Donc, en fait, la tête, elle est emboîtée dans la partie haute de la tête, enfin, dans la partie haute. Et donc, elle peut se déclipser. Et d'ailleurs, à Orchi, deux, trois fois, il s'est cassé la figure. Les gens ont vu la tête qui se démontait, ils faisaient « Oh, mince !» Je lui dis « Vous inquiétez pas, c'est prévu pour. » 30 secondes après, je remboîtais le truc et hop, ça repartait. Et puis ensuite, vous avez la petite antenne ici aussi, qui est le genre de choses fragiles qu'on peut facilement casser. Je me suis dit « Bah ouais, mais ça m'embête de la réimprimer, tout ça. » Donc, ce que j'ai fait, c'est que en impression 3D, vous savez, on peut imprimer dans différentes matières. Donc, j'ai fait une sorte de petite forme ici, un joint qui est en TPU. Bon, c'est un plastique qui est souple. Donc, ça va servir comme joint. Et donc, en fait, elle est emmanchée dans la tête. Et dès qu'on tape dessus, ben, en fait, elle se déboîte de la tête. Et donc, comme ça évite de la casser. Et pour absorber le choc, ben, en fait, la partie haute de la tête, qui est en fait le plus gros diamètre qui va taper au sol, hein, ben, en fait, je l'ai évidé. Et puis, il y a une paroi autour qui est déformable. Hein, comme le robot, il a deux roues assez éloignées l'une de l'autre, il va pas souvent tomber latéralement, mais il va plutôt tomber devant ou derrière. Donc, les zones qui vont tomber, c'est la partie annulaire ici. Et en tapant sur le sol, bah, en fait, la forme ici va se déformer et ça va encaisser le choc. Bon, j'ai juste mis quelques parois pour rigidifier un petit peu à ce détroit endroit. Mais en gros, ça absorbe le choc par la déformation. Malgré tout, ça peut s'abîmer. Donc après, je me suis dit que je mettrais bien un bout de mousse, mais j'ai pas trouvé grand-chose qui allait. Donc
Finalement, j'ai simplifié le truc en prenant du scotch électrique rouge qui est de la même teinte que le plastique. Je mets 2-3 tours de scotch, puis comme ça, bah, c'est le scotch qui prend si ça touche quelque chose. Puis après, je peux le remplacer en remettant du nouveau. Et puis pour le poids, bah, l'idée c'est que toutes ces pièces, faut les faire les plus légères possibles. Donc déjà, elles sont creuses en grande partie. Et là ici, typiquement, vous avez la partie basse du corps. Bah, vous voyez là ici, là il y a une forme. En fait, tout l'intérieur est creux. Donc ça fait une sorte de tore interne où il n'y a pas de plastique. Et c'est creusé pour être très léger. Donc ici, vous avez l'ensemble des masses des pièces. Bon, il y a en tout 27 pièces. En fait, il y a 20 dessins. Et puis, parfois, il y a des pièces qui sont faites 2 fois. Et en tout, il y a 500 grammes de plastique. Donc, en fait, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est trop ou pas assez? J'en sais rien. Mais l'idée, c'était d'avoir le minimum de plastique pour pouvoir que le robot soit plus léger, que les moteurs aient le minimum d'efforts à réaliser pour pas rajouter des réductions mécaniques. Vous avez vu tout à l'heure, c'était un peu compliqué à mettre en œuvre. Donc voilà, globalement, la philosophie du projet que j'ai mis en œuvre. Et puis, à la fin, vous avez la petite vidéo de la première démo que j'avais fait chez moi où vous avez le petit robot qui se balade avec son gyroscope, qui tournicote un peu à droite à gauche. Donc, c'est très agile. Ça le fait dans un grand silence. On n'entend pas de bruit de moteur, c'est du brushless. Il y a pas de bruit de contact de collecteur, ce qui fait qu'en fait c'est juste le champ magnétique qui entraîne les roues, ce qui fait qu'en fait ça se fait dans un grand silence, c'est très silencieux, c'est souple et donc c'est assez sympa à voir fonctionner. Quand je vais essayer de le relancer, je sais pas trop. Voilà, là ici, en train de fonctionner et Ton parquet est joli, hein. Donc il y a aussi une petite vidéo qui a pris Fred, mais j'ai pas pu. Je l'ai pas. Alors, soit il me l'envoie, soit je trouve une manière de la charger. Il a pris à Orchy, on voit Orchy se balader un petit peu au sol. Il y avait des gens un peu autour, on voit les jambes. Et donc il y a une petite vidéo qu'il a publiée qui est assez sympa où on voit Orchy se promener. Voilà les amis. Bon maintenant, si vous avez des questions, franchement, ouais. Et, alors, tu m'avais promis un truc à la va-vite super simple, mais en fait, tu as super bien détaillé le boulot quand même. Hein. C'est franchement chapeau. Hein. Merci. J'ai essayé de faire à la fois technique, mais pas trop, pour pas non plus, je dirais, fatiguer les esprits. Donc, c'était un petit équilibre. Sachant que dans le GitHub, il y aura plus d'explications sur l'assemblage, les choses à souder, machin, tout ça. Comment tu vas faire une vraie documentation, quoi. Une vraie documentation. Avec la vidéo d'Orchy. Si Fred me donne le lien ou me donne l'accès à la vidéo pour qu'on mette le lien, je sais pas où il la met sur YouTube, j'en sais rien. Oh, ça c'est un détail, il n'y a pas de souci. C'est facile pour pouvoir faire le lien et puis la lancer. Non, c'est super intéressant en fait, et surtout l'idée de justement détourner le matériel comme tu as fait là par rapport à la nacelle. Ouais, effectivement, ouais, c'est. On va avoir plutôt notre vision où on va prendre un gyro d'un côté, un MPU 650 si je dis pas de bêtises, plus d'autres éléments derrière. Alors ce que tu as fait vraiment le truc le plus simplifié possible. Et là c'est intéressant justement ce détournement justement de cartes que tu as pu faire, et surtout avoir un petit robot qui ressemble à Calou, le logo de Caliban quand même. Exactement. Hein, voilà. Donc juste pour dire, un robot inversé, vous pouvez le faire avec d'autres moteurs. Hein. Il ne faut pas que du brushless pour le faire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'applications avec des moteurs continus classiques. Vous avez les Lego Mindstorm, hein, vous avez une version où il se tient debout. Dans les Lego Mindstorm, c'est du moteur continu classique, ça marche très bien aussi. Hein. Simplement que là, j'avais ces contraintes de compacité, d'intégration, que rien ne se voit, dans un volume qui respecte les proportions. Et du moteur continu classique, c'était un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Et puis en plus, je voulais aussi m'expérimenter à utiliser les moteurs brushless. Donc c'était pour ça que voilà, je me suis lancé là-dessus. Bah écoute, ouais, non, mais super boulot. Donc nous, on a pu voir l'occasion en physique de le voir se balader. Effectivement, il a subi quelques gamelles et la tête qui s'est éjectée de temps en temps. Mais ouais, il a encaissé le choc et puis il s'est remis tout de suite sur ses petites roues. Il est reparti tout de suite derrière. Hein. Parce que je suis pas bon conducteur, mais ça, faut pas le dire.
Mais il y avait du monde, il y avait du monde, il y avait du monde. On va dire ça. Non, mais Voilà, donc super si vous sympa, avez ouais. des questions, n'hésitez pas. Bah, on a une main déjà qui se lève. Si ça vous donne des idées sur autre chose, bah, Il y n'hésitez a pas. Patrice justement qui veut poser une question. Qu'est-ce que tu veux poser comme question? Dis-moi. Alors attends, je vais ramener le micro. Vas-y Patrice. Tu as utilisé les moteurs que tu as achetés avec la nacelle ou bien tu as pris autre Alors, chose? plus ou moins, oui. En fait, en réalité, ces moteurs-là sont compatibles. Tu peux mettre différents types de moteurs. La carte a les drives de sortie. Ils peuvent commander en continu jusqu'à 5 ampères par phase. Parce qu'en fait, finalement, c'est du continu et après, on crée de l'alternatif pour pouvoir faire le champ tournant. Donc, on peut aller jusqu'à 5 ampères et on pique jusqu'à 10 ampères. Donc, en fait, derrière, t'es pas obligé d'utiliser ce type de moteur-là. Il y a plein d'autres versions, des moteurs un peu plus gros ou de formes un peu différentes. C'est pas obligé d'avoir cette forme-là. Mais en effet, c'est ce qu'on trouve sur la nacelle. Donc, en fait, j'ai pris les mêmes pour pas me compliquer la vie. Une nature assez feignante. J'essaye d'utiliser les choses sous la main pour pas avoir trop à faire plus de boulot que nécessaire. C'est un peu comme beaucoup, on veut pas trop se compliquer la vie. Et donc en fait l'idée c'était de dire bah voilà, ces moteurs-là existent, ça m'a l'air d'être compatible en taille, je vais les prendre. Mais en effet, on pourrait en prendre d'autres, et d'ailleurs un peu plus coupleux, ça pourrait se faire. Là-dessus d'ailleurs, il y a une info, c'est que ces moteurs-là, ça se caractérise un peu différemment d'un moteur continu. Il y a Ah ce qu'on oui, ouais. appelle la constante KV, qui est une constante qui en fait est le ratio entre la vitesse en nombre de tours par minute en fonction du nombre de volts appliqués. C'est ce qu'on appelle KV. C'est qu'en fait, pour 1 volt, ça tourne à telle vitesse. Bon, ces moteurs-là, par exemple, c'est un KV, ce qu'on appelle des KV faibles. C'est pour ça qu'ils tournent pas rapidement et ça permet, vous savez, de bouger la caméra lentement. Et en fait, c'est du KV de 100 à 140. Ça veut dire que pour 1 volt appliqué, vous tournez de 100 tours par minute. Par exemple, dans le modélisme classique sur les avions, pour faire tourner une hélice, il faut aller très vite. Et dans ces cas-là, bah, vous avez des KV élevés. C'est plusieurs milliers de tours par minute pour 1 volt. Donc c'est vrai, ça se caractérise de cette façon-là. On va avoir, ouais, effectivement, même sur les drones, ils ont tendance en moyenne des 1600 kV pour Oui, faire oui, tourner une ça hélice de peut aller drone. à Voilà, ouais. 5000 Ouais. ou plus. Voire plus aussi. Oh oui, oui, oui. Voilà. Alors, le KV, ça se balance avec le couple. En fait, plus le Ouais. KV est élevé, en général, moins le couple est fort. Et Le KV est si, faible, plus le couple a tendance à être plus élevé. Et tes roues, elles tournent à quelle vitesse en moyenne? Bah, c'est une bonne question. Je l'ai pas calculé. Mais c'est quelques tours par minute, on va dire. C'est pas énorme. ouais. Parce que ça va pas L'idée, vite. En fait, j'ai besoin d'aller à la vitesse d'un humain, quoi, plus ou moins. L'objectif, c'était pas avoir une Ferrari qui se balade dans les allées. Donc justement, il fallait aller assez lentement. Donc c'est quelques tours par minute, je dirais quelque chose de l'ordre d'une trentaine, une quarantaine de tours par minute, un truc comme ça, quoi. Oui, l'idée c'est que ça reste debout et que ça a sa vitesse raisonnable pour qu'il puisse rester debout aussi. Hein. Exactement, Ouais. exactement. Ok. Du côté Zoom, est-ce qu'il y a eu des questions, Pascal? Bah oui, Allez, vas-y. j'ai deux questions. Combien ça coûte Ah ouais. et à quoi ça sert? Alors en fait, le coût, bah, je l'ai calculé. Alors attends, faut juste que j'ouvre mon petit fichier. Et c'est pas très élevé, parce que moi j'ai tendance à faire des petits robots justement pour dans l'idée que ce soit accessible pour oublier notre assaut et puis les idées de tout ce qu'on fait, c'est rendre les choses accessibles aux gens. Donc il s'agit pas qu'ils se lancent dans un développement, comme vous avez vu tout à l'heure, le robot MIT avec des quatre pattes là, qui coûte des milliers et des milliers d'euros à fabriquer. Donc en fait, j'ai fait mon calcul. En termes de pièces électroniques, mécaniques et tout ça à acheter, on est autour de 80 euros au global sur un site chinois que vous connaissez bien, que je vais pas nommer. Voilà. Mais voilà. En 3 lettres, pour pas donner le nom. Voilà. Et en termes d'impression 3D, faut rajouter. Bah, j'ai fait le calcul à la grosse en fonction du poids consommé, tout ça. C'est de l'ordre de 14 euros. Au global, c'est une solution qui est à moins de 100 euros. On est dans les 95 et quelques.
sans le temps de labeur, de travail, bien sûr, que vous pouvez compter ou non, selon si vous voulez vous faire rémunérer. Mais comme en général, on vend pas, c'est pas pris dedans. Donc, en gros, c'est une solution à moins de 100 euros. C'est à moins de 100 euros et le reste, c'est que du plaisir. Voilà, c'est ça. Voilà. Un petit peu de temps de travail et de mise au point. Voilà. Oh bah nickel. Bon, bah, en Voilà. tout cas, mais Guy, je te remercie énormément pour ta présentation. Donc, bah, pour ceux qui nous regardent et qui veulent nous regarder plus tard, donc n'hésitez pas. Hein, ça, cette vidéo-là, c'est un live, mais aussi on peut la retrouver en replay par la suite sur notre site YouTube. Donc, si la vidéo, bien sûr, vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker et surtout vous abonner aussi sur la chaîne. Ça, c'est quelque chose qui est un peu important pour nous. Ça permet de savoir justement qui nous suit pas. Et surtout aussi des commentaires. C'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que les gens pensent de ce qu'on fait. Donc même avoir des remarques d'ailleurs. Parce qu'on peut toujours s'améliorer. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous par rapport à tout ça. Donc pour l'apérobo de ce soir, bah, Guy, je te remercie énormément d'avoir participé et d'avoir présenté ton petit nouveau bébé. Et bah pour nous, bah on va continuer l'apérobo de notre côté. Et je vous dis bah à l'année prochaine. Profitez bien des fêtes et je vous dis à bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Salut à tous, à bientôt. Bon apéro. Ouais, Voilà. bonne fête de fin d'année à tout le monde. Bon Ouais, Noël. bah ouais, bonne retraite. Bah tiens, il peut parler. Hein. Ouais, je profite, vous inquiétez pas, je profite pour vous. Ouais, profite bien, Fais profite attention bien. dans l'avion, hein, fais pas trop de looping tout de même.